Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous renouveler une fois encore votre confiance sur Ecom Eco. Le secteur informel en Afrique, c'est le titre de mon histoire. Eh bien, la décennie 80 marque le début de la crise économique et la mise du continent africain en proie à des difficultés sans équivalent. Dans les années 70, le secteur informel a pris de l'ampleur au point de concurrencer le secteur formel. Déjà à l'époque coloniale, les agences économiques arrivaient à soustraire leur production de l'impôt, dit impôt de capitation, dénoncé par les leaders des mouvements de résistance. Que de temps perdu aujourd'hui à élaborer des plans de sauvetage, à réduire des dettes, alors qu'entre-temps, les populations doivent vivre, ou plutôt survivre. D'où la floraison et l'ampleur des activités du secteur informel. Quelles sont les causes de cette émergence? Est-ce un frein ou un facteur de développement? Le secteur informel est l'ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge de législation pénale, sociale et fiscale ou qui échappent à la comptabilité nationale. Autrement dit, c'est l'ensemble des activités qui échappent à la politique économique et sociale et donc à toute régulation de l'État. Dans tous les cas, les deux définitions se recoupent puisqu'elles soulignent l'idée de fraude. Paradoxalement, ce secteur censé se soustraire au contrôle de l'État fonctionne allègrement au vu et au su de tous. Complaisance, ambiguïté de l'État, des trois secteurs connus, primaire, secondaire et tertiaire, dans quelle catégorie classer l'informel dans la mesure où toutes les activités des trois secteurs y sont représentées? Banque traditionnelle, tontine, ateliers de réparation, médecine de proximité s'y côtoient. Certains économistes prouvent une gêne à appliquer la notion de secteur entre griffes à celui de l'informel. La raison de l'émergence du phénomène entre les années 50 et 80, l'Afrique s'est distinguée par un boom démographique inversement proportionnel à la croissance économique. Avec un revenu inférieur à 1000 $, ces pays n'ont pas moins franchi le cap de 24% de croissance démographique par an. Au cours de la même période, la population urbaine s'élevait au rythme de 6% par an et celle des villes périphériques de 10%, alors que l'accroissement des emplois offerts dans le secteur formel ou secteur moderne ne représentait que 2%. Très vite, la demande d'emploi est apparue supérieure à l'offre. À la trilogie déterminante classique, doit-on ajouter un quatrième secteur qui serait le secteur informel, ayant droit de citer au même titre que ces trois rivaux. Le développement du chômage urbain, conséquence logique de la crise économique, s'est accompagné de l'émergence et de l'essor du secteur informel. C'est une question de survie de ces populations refusées par le secteur formel. Le secteur informel joue un rôle d'adoption des migrants et un rôle d'accueil des agents économiques exclus du secteur officiel. C'est une zone tampon entre le secteur traditionnel rural, le monde paysan où le troc est roi, et le secteur moderne. La fin du troc a chassé donc la population rurale vers le secteur informel, faute d'être captée par la fonction publique. La divisibilité des produits et leur demande évolutive en raison de la faiblesse de leur pouvoir d'achat est un facteur qui renforce le couple vendeur-acheteur. Cette relation, au-delà de sa fonction économique,
favorise une convivialité absente dans le secteur formel où les prix ne donnent pas lieu à des négociations. La baisse sans cesse croissante du pouvoir des salariés exerçant dans le secteur moderne incite les ménages à rechercher des revenus complémentaires dans le secteur informel. L'adoption et la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel avec ses effets pervers, réduction des salaires, diminution des effectifs de la fonction publique, privatisation des entreprises d'État ont contribué à la dévalorisation du secteur public et donc au gonflement du nombre d'agents opérant dans le secteur informel. Bref, il y a un dédoublement du secteur formel en secteur informel où chaque activité dite en règle a une réplique. Tout se passe comme si l'économie de ces pays affiche deux faces. L'informel et le formel sont donc intimement liés, ne serait-ce que par la monnaie dont ils font un usage commun. En définitive, c'est l'incapacité de l'État de répondre aux besoins fondamentaux de la population dans les domaines de l'emploi, de la santé, du logement et de l'éducation qui est à l'origine du foisonnement du secteur informel. Secteur informel et développement économique face à l'échec des pouvoirs publics, le secteur informel est venu en quelque sorte à la rescousse du modèle légal, c'est-à-dire formel. En conclusion, les activités du secteur informel jouent un rôle dynamique dans les économies africaines. C'est même le point de vue du Bureau international du travail, BIT, qui, pour la première fois, a mis l'accent sur les aspects positifs de ce secteur qui s'avère rentable, productif et même créatif. D'où l'idée de repenser le processus évolutif spécifique du secteur informel qui est un facteur de développement de l'Afrique. Le vrai problème qui se pose est celui de l'articulation des deux secteurs. Mesdames, Messieurs, voici Éco-Découverte. Dans Éco-Découverte, amis téléspectateurs, je vous propose ce reportage qui revient sur le secteur informel. Il est tourné ici à Parakou. Regardez. L'économie informelle dans les pays les moins avancés comme le Bénin est un phénomène beaucoup plus massif qu'en Europe occidentale et touche toutes les activités économiques. Elle structure la société, ce qu'on ne peut affirmer dans aucun pays développé. Vendeurs ambulants, cireurs de chaussures, ateliers des arrière-cours, bref, tout ce qu'il faut pour joindre les deux bouts. La question s'invite dans les enseignements à l'université de Parakou. L'activité informelle est une activité qui se mène en marge de la loi, des principes de loi édictés par l'autorité. Ça, c'est le premier élément de l'informel. Mais en réalité, l'informel, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est les petits métiers urbains. C'est aussi tout ce qui peut échapper à une réglementation, la fraude dans une activité, parce qu'on n'a pas pu aussi déclarer l'importance de ce que l'on mène comme activité. De façon brève, l'informel aujourd'hui est l'activité que l'on mène, mais dont l'importance n'est pas déclarée comme cela se doit. L'immense majorité de l'activité économique échappe au contrôle de l'État, ce qui du coup pèse énormément sur le produit intérieur brut PIB du Bénin. Les statistiques récentes montrent qu'un pays comme le Bénin, si on prend le PIB, l'informel y contribue pour plus de 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'économie est régie au travers du fonctionnement de l'informel ou bien du dynamisme de l'informel. À y voir de près, l'économie informelle est comme une pièce à deux faces. L'informel est à la fois positif et négatif. Négatif dans le cadre de la prospective et du rôle
de l'État par rapport aux moyens mobilisés pour gérer les problèmes de l'ensemble de la population. Oui, parce qu'il y a des manques à gagner énormes. Mais positif, quand vous voyez que ça crée énormément d'emplois, ne serait-ce que le secteur que tout le monde connaît, le secteur pétrolier. Je venais de dire aux étudiants que pendant longtemps, on a dit que les Chinois étaient dans la contrefaçon. Une manière de gérer aussi un porte-à-faux par rapport à la réglementation en vigueur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on appréhende l'informel, on dit que c'est une nécessité pendant une période relativement déterminée, courte ou longue, il faut définir des stratégies. Ça peut être un passage obligé pour que nos pays affermissent leur fonctionnement économique. Mais là, ce qui serait intéressant, c'est de dire comment l'État tire profit de ça pour que le bien-être collectif, on puisse mieux l'assumer et mieux le gérer. Dans Éco-Sciences, nous retrouvons le docteur Draman Abdoulaye qui nous entretient sur les avantages et inconvénients du secteur informel. Suivez. Le secteur informel regroupe toutes les unités de production qui ne tiennent pas un document comptable et qui n'ont pas un numéro d'enregistrement, n'est-ce pas, au niveau de l'INSAE. Alors, l'importance du secteur informel dans l'économie. Disons que le secteur informel occupe une place prépondérante dans l'économie béninoise. Et j'en veux pour preuve quelques chiffres illustratifs. Le secteur informel occupe 99,6% dans le secteur primaire, au niveau de l'agriculture notamment, 66,2% dans le secteur secondaire et 43,3% dans le secteur tertiaire. Et on peut même dire que le secteur informel regroupe 90% de la population active, n'est-ce pas, au Bénin. Et il est composé des emplois précaires, les petits vendeurs à la sauvette. Lorsque vous êtes à Cotonou au niveau des feux, vous voyez les petits vendeurs des articles au niveau des feux. Le secteur informel, n'est-ce pas, est un problème crucial pour les pays sous-développés. Parce qu'il permet, n'est-ce pas, il fait en sorte que l'économie, le pays évolue dans une économie dualiste, un secteur formel et un secteur informel. Et par leur nature, par sa nature, on voit que le secteur informel ne permet pas à l'économie béninoise d'avoir assez de rentrées fiscales. Donc, il est difficile de faire des prévisions budgétaires lorsque vous avez un secteur informel prépondérant. Également, on voit également qu'on a un faible taux de bancarisation parce que les agents qui évoluent dans le secteur informel n'ouvrent pas des comptes bancaires. Ils préfèrent thésauriser leurs revenus chez eux à la maison et également ils s'adressent également aux tontiniers et non aux services bancaires formels. Et également, le secteur informel est un frein au développement parce qu'il est difficile à fiscaliser. Et donc, il urge de prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation. Et c'est en cela qu'il faut saluer le statut de l'entrepreneur qui a été mis en vigueur au Bénin depuis mai 2015 et qui va permettre, n'est-ce pas, à ces agents qui évoluent dans le secteur informel de se formaliser à coût réduit, disons, pratiquement sans aucun sou. Ecobourse, amis téléspectateurs, à présent, les marchés d'actions volent de record en record et devraient inscrire de nouveaux plus hauts. Signe toutefois de la frilosité des investisseurs, les flux peinent à suivre. Les indices américains ont enchaîné des plus hauts historiques la semaine dernière. Les spécialistes de Bank of America Merrill Lynch soulignent toutefois que les investisseurs ne se précipitent pas vers les actifs les plus risqués à 6,4 milliards de dollars, 5,46 milliards d'euros donc sur la semaine au 4 octobre.
l'ampleur des flux de souscription sur les actifs les plus risqués, actions et obligations à haut rendement, est bien inférieur au seuil de 50 milliards de dollars en rythme mensuel qui a constitué dans le passé un clair signal de vente, constate-t-il. Dans le même temps, les fonds obligataires ont collecté 9,5 milliards de dollars et enregistré une 29e semaine consécutive d'entrée nette, selon l'étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés de gestion internationales. Retrait sur les fonds actions américaines au sein des fonds donc actions, ceux dédiés aux valeurs américaines ont subi des retraits à hauteur de 700 millions de dollars et des rachats nets sur 14 des 16 dernières semaines. Les réallocations au sein des fonds en actions américaines montrent que les investisseurs commencent à prendre en compte la perspective de la réforme fiscale annoncée par le président Donald Trump, expliquent les analystes de Bank of America, Merrill Lynch. En particulier, la rotation vers les petites et moyennes valeurs plus domestiques et au détriment des grandes capitalisations souvent plus internationalisées s'est accélérée. Les fonds spécialisés dans les PME ont ainsi bénéficié de 600 millions de dollars d'entrée nette, tandis que les fonds spécialisés sur les grandes valeurs de la côte américaine ont subi des sorties à hauteur de 3,4 milliards de dollars. Les fonds investis en actions européennes ont enregistré des entrées nettes sur 25 des 28 dernières semaines. Ils ont recueilli 1,6 milliard de dollars sur la période. En revanche, les fonds en actions japonaises ont connu une troisième semaine consécutive de sorties nettes avec 300 millions de dollars de rachats. Les fonds dédiés aux marchés émergents continuent de profiter de flux de souscription nettes avec des entrées de 700 millions de dollars sur les actions comme sur l'obligataire. Les fonds en métaux précieux, l'or principalement, ont subi des rachats sur 2 des 3 dernières semaines avec des sorties limitées à 25 millions de dollars sur la période. On change maintenant d'actualité boursière. Deutsche Telekom, moins 3,42% à 15,105 €, accuse le coup. Le titre de l'opérateur télécom allemand signe la plus forte baisse du DES après l'échec des discussions autour d'un rapprochement entre sa filiale américaine T-Mobile et son concurrent Sprint. Aucune explication précise n'a été donnée, si ce n'est que le deal envisagé n'aurait pas apporté suffisamment de valeur aux deux entreprises et à leurs actionnaires comparé au développement de leur activité de manière indépendante. Outre le fait qu'un rapprochement entre T-Mobile et Sprint qui aurait créé le troisième opérateur américain derrière Verizon aurait sans doute attiré l'attention des gendarmes de la concurrence. Il semble même que des désaccords sur la gouvernance et la stratégie expliquent aussi cet échec. Selon les analystes, une fusion aurait généré des synergies sans doute significatives d'un point de vue opérationnel et comme souvent dans ces cas-là, aurait pu se traduire par la création de valeur pour les actionnaires. Il y a donc fort à parier que T-Mobile ouvre en baisse à Wall Street dans quelques heures et cette perspective joue un rôle important dans la baisse de Deutsche Telekom. Jiferi souligne qu'une baisse de 1% de T-Mobile se traduit par un recul de 0,4% de l'action de sa maison mère. La baisse du titre Deutsche Telekom doit être nuancée. C'est aussi pour cela que la réaction négative est à nuancer, soulignent les analystes.
Ainsi, Deutsche Bank affirme qu'il vaut mieux ne pas signer d'accord du tout plutôt qu'un mauvais deal. Le bureau d'études allemand souligne que T-Mobile a mis en avant sa capacité à se développer plus fortement seul qu'avec Sprint. D'ailleurs, T-Mobile comme Sprint ont publié des résultats trimestriels très solides ces derniers jours, le premier se montrant même plus optimiste concernant sa conquête commerciale cette année et le second signant sa meilleure conquête commerciale sur un trimestre depuis 2 ans. Pour Deutsche Bank, la baisse du titre Deutsche Telekom devrait même être mise à profit par les investisseurs pour se renforcer sur la valeur qui reste solide, notamment grâce à T-Mobile d'un point de vue opérationnel. De son côté, Gifferi réaffirme que T-Mobile a du potentiel avec ou sans consolidation du secteur. Mais souligne l'analyste, l'échec de ce deal ravive les interrogations sur la capacité de Deutsche Telekom à accroître le retour sur capitaux en provenance de sa filiale américaine. Le groupe a toujours souligné qu'il n'y avait pas de solution organique à cette faiblesse, rappelle Gifferi. Ce dernier reste à sous-performance sur Deutsche Telekom. Enfin, Berensberg, qui avait intégré la perspective d'un rapprochement dans sa valorisation de Deutsche Telekom, a ramené son objectif de recours de 15,80 à 14 €. Voilà, monsieur, ce sera tout pour cette émission E comme Écho. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Prochain rendez-vous lundi en 8. Et à très vite.